Bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au président de l'université qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, c'est très bien, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enseignantes, étudiants, étudiantes, on est très contents. Voilà, cette première, c'est un peu la première conférence de l'année après les deux premières qui ont eu lieu à l'occasion de la semaine de rentrée. Donc je vais essayer de vous expliquer ça, surtout pour les licences 1 qui viennent d'arriver au fond. Donc c'est un grand honneur de pouvoir accueillir Jean-Christophe Quinton, architecte, diplômé de, ça y est, j'ai un doute, Belleville, enseignant dans plusieurs écoles Paris-Est, l'école spéciale où nous, c'est là qu'on s'est connus en l'occurrence, l'école d'architecture de Versailles, et il est actuellement directeur de l'école d'architecture de Versailles encore pour quelques mois, mais plus trop. Il va revenir à ses activités d'enseignement, peut-être, du moins on verra, on espère. Ça fait du bien aussi pour tout le monde. Voilà, non, et je voulais un peu vous parler de ces deux, donc les deux premières conférences de la première semaine. On a abordé des questions très larges sur l'idée d'habiter le monde avec Sébastien Marot, avec Lieven de Kouter et avec Johan Pouzin, qui nous ont abordé comme ça, qui nous ont saisis de tout le contexte qui va faire l'architecture et la manière dont finalement on va être amené à devoir réfléchir autrement, peut-être réenvisager des manières de construire autrement, faire avec, etc., etc. Et ici, ce soir, la conférence de Jean-Christophe est plus classique au sens architectural du terme, je dirais, mais nettement moins classique dans le répertoire formel qui est déployé. Et c'est ça que je vous amène à regarder, puisqu'en fait, j'ai entendu dans les profs, dans 2-3 étudiants aussi, au fond, cette incertitude de pourquoi nous dire une semaine qu'il faut arrêter de construire et la semaine d'après inviter quelqu'un qui construit merveilleusement bien. Voilà, c'est dans cet entre-deux paradoxal qu'on va essayer de se situer toutes et tous, puisque ça c'est la vie aussi. Et voilà, moi je vous amène, enfin je vous encourage à écouter Jean-Christophe ce soir, à regarder les maquettes qu'on a la chance d'avoir pendant 3-4 semaines, 4-5 semaines, je pense 5-6 semaines, je ne sais plus trop bien. Enfin bref, on a le temps de les voir. Vous aurez le temps de pouvoir regarder en détail. Je vous encourage aussi à vous pencher, à regarder par les petites fenêtres, à regarder les constructions, à regarder tous ces détails qui font que l'architecture est aussi une chose merveilleuse, puisque très matérielle. Et c'est un copain belge qui disait c'est la poésie du centimètre. C'est au centimètre, en vrai, qu'on fait les choses et qu'on les aligne et qu'on les arrange. Donc ici, on a un grand virtuose de l'arrangement du centimètre l'un à côté de l'autre. Et voilà, je ne vais pas prendre beaucoup plus longtemps. Je vais directement lui céder la parole et puis on aura l'occasion de poser quelques questions, sinon Jo ne va pas être contente. Donc il va falloir poser des questions, on aura un peu le temps. Ça va être l'occasion de faire le vernissage de l'exposition au-dessus. Donc il y a un bar, il y a un endroit pour se désaltérer, se restituer, etc., etc. Et donc Jean-Christophe va également faire une visite de l'exposition, mais on ne sait pas trop comment ça va marcher, puisque clairement, il n'y aura pas la place pour tout le monde dans la salle d'exposition. Donc, il va vous donner quelques clés ici pour tout le monde. Et puis, au fil de la soirée, attrapez-le, attrapez-nous pour avoir un peu d'explication sur l'un ou l'autre projet. Et bon, voilà, moi, je suis assez familier avec son travail. Donc, dans les semaines qui viennent, on a tout à fait l'occasion d'en reparler. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Et Jean-Christophe, la place est... bref, the floor is yours. La place est occupée. Cédric, merci, merci pour ces mots. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cher Cédric, merci pour ton invitation. Tu sais que ton regard compte et je suis très heureux de venir présenter le travail qui a mûri pendant maintenant presque 20 ans dans cette école. Donc je suis ravi. Permettez-moi de me tourner un instant vers les membres de ton équipe, vers l'équipe de l'école qui a participé au montage. Merci beaucoup pour votre accueil aussi, pour votre aide. Merci spécial à Paul qui a éclairé les maquettes là-haut. Je ne les ai jamais vues sous une aussi belle lumière. Et cette lumière révèle effectivement beaucoup de choses dont on va parler ensuite. Je voudrais aussi remercier les moniteurs qui ont contribué et qui ont aidé mon maquettiste Emmanuel Mal. Manu, merci pour ce 3e montage de l'exposition et puis pour ton accompagnement quotidien des architectes de l'agence à travers cette question de la maquette. Merci aussi à Florent Schwartz. Merci pour ce poème que vous allez voir, que vous allez pouvoir lire là-haut. Et puis pour les plans bleus qui nous éclairent et qui ouvrent un imaginaire plus large peut-être que celui de l'architecture. Et c'est important que cette ouverture existe. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur, chères étudiantes, chers étudiants, chers enseignants,
chers enseignants, écoutez, je suis devant vous à un moment évidemment un peu spécial. Tu l'as évoqué, Cédric, on est dans un moment où le monde ne tourne pas très très rond. Et à l'heure où les crises nous submergent, à l'heure où l'habitabilité du monde est remise en cause, eh bien, je voudrais, malgré tout, partager avec vous deux convictions profondes, qui sont des convictions qui nous permettent, je crois, de regarder le monde en face et d'y trouver notre place, et d'y trouver aussi la possibilité de notre engagement. Ma première conviction, elle repose sur ce que peut l'architecture. Et ma deuxième conviction repose sur ce que peut l'architecte. Cette première conviction, elle est construite sur une confiance, la confiance déterminée, résolue, résiliente, je pense, d'être à l'architecture. Être à l'architecture, c'est d'abord partager la première vocation de l'architecture, celle de rendre habitable le monde. L'architecture n'a jamais cessé de remplir cette mission. Notre monde n'est pas habitable, il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais sans l'architecture. Mais je voudrais me placer bien au-delà de la question de l'abri qu'on pourrait entendre derrière ces premiers mots que je prononce. Je suis convaincu que la façon dont l'architecture rend habitable le monde réside dans sa capacité à soulager la complexité des situations dans lesquelles l'architecture doit se glisser, doit s'implanter. Et je suis aussi convaincu que l'architecture soulage lorsqu'elle cherche, lorsqu'elle construit des liens clairs entre l'architecture et la nature, entre les architectures elles-mêmes, et lorsqu'elle cherche des liens clairs entre les différentes parties de ces architectures, de ces parties qui la constituent. Alors, je pense que dans ce cas, l'architecture, elle peut nous aider à être mieux au monde, mieux aux autres et mieux à nous-mêmes. Et ainsi, l'architecture peut devenir, ou devrait, apporter à chacun une expérience existentielle douce et permanente. Voilà, je crois, ce que peut l'architecture. Mais le corollaire immédiat de cette première conviction, c'est aussi d'essayer de dire ce que peut l'architecte. Et là, je crois que je l'ai, mais je voudrais toute votre attention. Car l'architecte peut beaucoup. Et chaque architecte est dépositaire d'une culture de projet. Et je voudrais m'arrêter quelques instants là-dessus. Cette culture lui permet en toutes circonstances d'agir, quelle que soit la complexité des situations, quels que soient les moyens, quels que soient les interlocuteurs. Cette culture de projet nous permet d'agir alors que souvent les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir agir comme on peut le croire au début correctement. On ne peut ne pas attendre que toutes les conditions, que tous les voyants soient ouverts grâce à cette culture de projet. Et je voudrais vous en dire un peu plus sur cette culture avant de venir et d'essayer de décrire justement à travers cette exposition, à travers cette conférence, une culture de projet que moi j'ai construite. Ce qui est commun à tous les architectes, c'est ce petit diagramme pour moi qui essaye de dire d'où vient la force de cette culture de projet. La force de la culture de projet, elle repose sur le fait qu'elle se situe à la convergence de trois cultures qui, en général, sont des cultures éloignées les unes des autres. Et la force donc de cette culture de projet, c'est qu'elle commence à naître lorsque vous rassemblez la culture disciplinaire, la culture d'altérité et la culture d'action. Et ça, c'est unique. Et ça existe dans les écoles d'architecture. C'est un bien extrêmement précieux et il faut tous qu'on en soit extrêmement conscient, extrêmement lucide. Parce que cette culture, elle peut beaucoup et bien au-delà de l'architecture. Elle nous permet, nous architectes, de nous déployer dans des milieux très très différents, des fois très éloignés de l'architecture, parce que cette culture s'y applique. C'est une culture de projet. J'y reviens quelques instants.
Vous voyez, dans cette convergence, vous avez la culture disciplinaire. La culture disciplinaire, c'est évidemment ce que vous allez d'abord trouver extrêmement lié à l'architecture, la question de l'usage, la question du plan, la question des pièces, la question de la forme architecturale, on va en parler tout à l'heure, la question d'être sur un site, la question de la matière, la question de la construction, et puis toute la question de la culture proprement architecturale, son histoire. Voilà. Et puis, en même temps, vous allez découvrir quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous êtes toujours dans une culture d'action. Vous allez voyager, vous allez analyser, vous allez regarder, vous allez problématiser, vous allez ensuite, sur les problématiques que vous avez faites, vous allez envisager des équipes de travail, vous allez convaincre, vous allez concevoir, vous allez rechercher, vous allez analyser, vous allez dessiner, vous allez partager. Et donc ça se joue exactement en même temps. Et en même temps, vous allez, à chaque instant de votre formation ici, vous allez aussi vous retrouver dans des transversalités assez stupéfiantes. Vous allez vous retrouver, par exemple, dans des transversalités scalaires. À chaque fois que vous allez vous poser un problème, eh bien, vous allez réfléchir à différentes échelles. Ça, c'est une vraie altérité. C'est-à-dire que vous restez pas à une échelle, vous allez chercher une autre échelle. Vous allez par exemple réfléchir en même temps au terrain sur lequel vous êtes, vous allez penser à l'échelle métropolitaine, vous allez penser à l'échelle de la construction, vous allez penser à l'échelle de l'échelle de la main, de celui qui construit, vous allez penser à l'échelle de l'usager qui va vivre ici. Ben ça, vous allez apprendre à le faire en même temps d'autres transversalités disciplinaires. Vous le savez déjà, au moment où vous allez rendre un projet, ben vous allez rendre des comptes à la fois à un architecte qui va vous parler de construction, de mesures, mais vous allez aussi, lorsque vous tissez des liens avec des ingénieurs, avec des sociologues, avec des philosophes, interroger ce que vous faites dans une transversalité disciplinaire. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, mais toutes ces transversalités sont très étonnantes. La transversalité temporelle, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez hériter du passé, vous allez être dans le présent de l'action de la conception, et puis vous allez faire de la prospective. Donc vous serez toujours à cheval dans cette transversalité-là. Les transversalités aussi générationnelles. Vous avez la chance, dans une école, d'être à la fois avec vos enseignants, qui ont l'expérience qu'ils ont, mais vous êtes aussi avec ceux qui vont passer leur diplôme, vous êtes dans ces échanges, et donc cette transversalité-là, elle existe aussi, il n'y a pas d'étanchéité, et donc elle participe d'une grande culture d'altérité que vous allez vous construire. Et Monsieur le président de l'université, vous êtes là. Dans l'expérience que j'ai et que j'aime explorer à travers les autres disciplines, c'est toujours regarder comment, dans d'autres établissements, dans d'autres disciplines, on essaye ou pas de faire converger ces trois cultures. Et ce que je sais, c'est que c'est quand même assez unique de les trouver opérationnels au sein d'une école d'architecture. Donc, soyons vigilants sur ça. Et l'objet de cette conférence, eh bien, c'est de vous dire que chaque culture de projet d'architecte est unique. Vous avez, et vous aurez la responsabilité, dans tout le temps qui est devant vous, de vous installer par rapport au monde en déployant cette culture. Elle vous sera propre. Ces cultures sont toutes uniques. Elles sont construites par chaque architecte progressivement. Ce soir, donc, je vais vous proposer d'aller plus précisément dans celle qui anime mon travail et mon agence. Et cette culture de projet, pour moi, elle est basée sur une récurrence, une préoccupation, qui est de dire que sûrement l'architecte est un humaniste opérationnel, de dire que l'architecte est un être de culture, nourri de littérature, de philosophie, de cinéma, d'art, de sciences humaines, de sciences dures, mais au moment où moi je conçois, je ne me sens plus qu'architecte. Je ne cherche plus à être philosophe, je ne cherche pas à être philosophe, je ne cherche pas à être écrivain, je suis pleinement architecte. Et je suis convaincu qu'on peut explorer l'architecture en interrogeant les éléments fondamentaux qui la constituent, en explorant ses ressources propres. Et les éléments de ces ressources propres, c'est un peu ce que j'identifie. Alors, je prends une petite précaution. Moi, j'arrive et puis je livre une culture de projet. En aucun cas, je dis que c'est une culture que vous devez mettre en place. Je partage une culture qui s'est construite progressivement. Je pense qu'il est très important de dire qu'à ce stade, vous aurez la responsabilité de questionner, d'interroger, de contrer, de vous méfier, d'ouvrir vos voies personnelles.
Mais là, ma préoccupation pendant 1 heure, ça va être de détailler cette culture de projet pour que vous puissiez mieux la torturer ensuite. Alors, cette question des ressources propres, il me semble que c'est en passant par cette préoccupation que c'est amorcé une façon pour moi et pour mon équipe de travailler. Là, vous voyez quelques ressources propres schématiquement dessinées. La première, en haut, c'est la question de la forme et de la figure que prend l'objet architectural. La deuxième, c'est la question de la relation de l'architecture avec son environnement. Le troisième, là-haut, c'est évidemment la question du plan. La quatrième, c'est la question de l'usage et de sa mensuration, de ses mesures, de sa géométrie. L'image du milieu évoque la question de l'espace, comment, dans ces architectures, ces formes, la notion d'espace surgit et structure le projet. La sixième, c'est la question de l'écriture architecturale, de l'identité architecturale et de la construction, qu'on voit à travers la maquette et que vous retrouverez en haut. La septième, c'est la question de la relation qu'entretient tout usager de l'architecture avec son environnement. L'avant-dernière, c'est la question des dispositifs de mise en forme de l'architecture. Qu'est-ce qui fait surgir un dispositif? En quoi un dispositif assure de l'architecture, assure de la qualité? On va en parler. Et puis la dernière, le petit plan bleu que vous voyez, c'est évidemment la question de la pièce et de penser l'architecture à l'échelle du corps humain, à l'échelle humaine, à l'échelle de la pièce. Alors, parmi ces ressources, donc là, vous en avez 9. Je vais vous proposer seulement d'en explorer 3 ce soir. Celui de la question de la pièce, celui de la question du plan et celui de la question de la forme. Alors, je dis souvent que je suis un architecte de pièce, je suis un architecte de plan et je suis un architecte de forme. Et si j'interroge l'architecture en fonction de ces ressources, eh bien, chacune crée des chemins et des dispositifs architecturaux spécifiques. Je vais m'expliquer. Si j'aborde les choses par la question des pièces, eh bien, c'est recentrer l'architecture sur la personne. C'est penser l'architecture à l'échelle humaine au plus proche de l'échelle du corps. Être un architecte de plan, c'est penser à l'échelle des relations humaines entre elles. C'est recentrer l'architecture sur l'altérité. Et être un architecte de forme, c'est penser à l'échelle des relations humaines avec l'environnement, c'est recentrer l'architecture sur son territoire proche, c'est la situer, la lier étroitement à son environnement. Alors pour chacun de ces petits sujets, on va explorer un peu plus en détail, en commençant par la pièce. Alors vous le savez, hein, vous l'avez déjà rencontré, cette notion, la pièce, bon, c'est le lieu de la relation la plus étroite, je le disais, entre l'architecture et ses usagers. Sa présence, elle est évidemment une permanence dans l'histoire de l'humanité. La pièce se manifeste partout et en tout temps. Voilà quatre exemples un peu historiques. En Inde, avec le sanctuaire de la vallée d'Ajanta. En Allemagne, avec le magnifique projet de Schinkel, la maison Fellner. Aux États-Unis, avec Louis Kahn, son couvent des Sœurs dominicaines. Et puis en Égypte, dans la vallée des Nobles, à Thèbes, avec la tombe de Rékhmiré. Juste au passage, vous voyez que les pièces sont rarement seules. Et elles sont toutes, la plus petite, là, elles sont même cumulées, c'est deux petites pièces. Et évidemment, on sent tout de suite que la question de la pièce, ça va être surtout la question de leur assemblage, de leur association, de la société de pièces qu'elles sont capables de constituer. Et je voudrais revenir sur ce petit détail qui est là, ce petit plan que vous voyez, qui est une rencontre merveilleuse. En 2003, j'ai eu la chance de me promener dans la vallée à Luxor, dans la vallée des Nobles, et vous avez une petite planche qui est posée contre un mur, dans un endroit complètement en ruine. On pousse la planche, on est sur le coteau du Nil. Donc d'un côté, vous avez le désert de pierre avec les montagnes derrière lesquelles il y a la vallée des rois. Et puis de l'autre côté, vous avez la vallée luxuriante du Nil. Et donc là, on est en plan, donc on coupe, vous voyez la limite de la montagne coupée, puis on rentre on pousse un petit cajot comme ça, qui est mal foutu, on a une maglite, on allume, on rentre, il y a une première salle qui est parallèle au coteau, un petit passage, une deuxième salle perpendiculaire. Rien que ça, c'est juste époustouflant. Ça a plus de 4000 ans, il y a quelqu'un qui a décidé de placer 2 pièces comme ça. Je peux vous assurer que quand vous rentrez, l'effet est immédiat. Personne ne vous explique ce que vous allez ressentir. C'est une expérience immédiate d'architecture.
Puis si vous la regardez en coupe, là, ça devient très étonnant. Donc vous êtes sur le coteau, vous voyez le petit personnage prêt à rentrer. Première salle, passage, et puis deuxième salle. Et là, c'est une déflagration absolument incroyable. Je ne sais pas qui a eu cette intuition-là, parce qu'on ne le sait pas. Mais quand vous rentrez dans cette salle, la sous-face de la deuxième salle est en pente forte. Ça crée une sorte de dilatation spatiale qui vient buter sur le mur du fond. Sur le mur du fond, vous avez la porte de l'éternité, porte mystique dessinée par les Égyptiens. Et sur la vallée, vous avez donc la porte sur le Nil. Tout ça crée, vous le pressentez, une sorte d'expérience qui ne nécessite pas d'être expliquée, ne nécessite pas de vous tenir par la main pour vous dire en quoi vous devriez être ému ou en quoi cette expérience devrait être perçue. Et donc, cette leçon, pour moi, elle est magistrale. Et elle tient dans le rapprochement du plan et de la coupe. Leçon que je garderai désormais avec moi à chaque instant. Et donc, ça m'a amené ces 17 dernières années à essayer de me libérer des a priori formels et fonctionnels sur la pièce. Et rétroactivement, je me suis rendu compte à quel point cela faisait surgir un potentiel exploratoire de ces lieux. Donc, il faut essayer de la définir. La pièce est d'abord un lieu défini, une figure géométrique lisible, une figure d'espace immédiatement appréhendable, une relation assumée à son environnement, une expérience architecturale propre et autonome. Et elle est liée effectivement à une rencontre souvent heureuse entre la coupe et le plan. Et ici, vous voyez par exemple les coupes avec des profils affirmés qui vont définir, fonder le caractère de chaque pièce. La pièce n'est plus une petite partie fonctionnelle d'un programme, mais une expérience architecturale existentielle offerte. Et évidemment, l'histoire et la pratique de l'architecture nous rappellent sans cesse que cette notion de pièce peut s'appliquer à des lieux très, très inattendus. Un jardin, une rue, une clairière peuvent être considérés évidemment comme des pièces. Alors, penser le monde à travers la notion de pièce invite à donner de la considération à des lieux qu'on pourrait facilement négliger. Penser par la pièce, c'est regarder la plus petite partie et avoir un regard bienveillant et entreprenant. Et en tant que concepteur, ce n'est évidemment pas neutre. Donc je vais parcourir avec vous, à partir du moment où on se pose la question de la pièce, de cette façon-là, de façon dont ça ouvre des potentiels incroyables pour la regarder. Et donc il existe plusieurs natures de pièces. Donc on pourrait s'amuser à les classer. Vous vous amuserez peut-être de votre côté à trouver des natures de pièces différentes. Nous, on en a classé un certain nombre. Donc on a un petit corpus que je vais vous montrer. Les pièces ouvertes, les pièces charpentes, les pièces intimes, les pièces à toute fin utile, mon cher Cédric, les pièces réglées. Et je vais vous montrer les petits inventaires qu'on a dessinés, que vous retrouverez dans l'exposition. Là, vous voyez par exemple deux classements, les pièces de feu à droite et les pièces d'eau à gauche. Et vous voyez qu'à partir du moment où on s'intéresse à la pièce, il n'y a plus une petite partie d'un programme qui soit négligeable. Souvent, quand on fait du logement, je fais beaucoup de logements, je veux dire, la salle de bain, elle arrive à la fin dans les espaces qui restent contraints par la réglementation PMR. Ben non, on peut survivre à ça. Non seulement on peut survivre à ça, mais plier ça. Et là, vous voyez, tout ça, c'est sorti de logement, quasiment 90%, c'est du logement social, dans lesquels les pièces d'eau sont devenues des vraies pièces, dans lesquelles on donne du temps, on donne de l'énergie, on donne de la qualité. Les pièces de feu, je vais vous montrer deux exemples ensuite, à partir du moment où la pièce est la pièce de feu, la pièce où il y a les cheminées, ça ouvre des potentiels incroyables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit des cheminées, on se dit que pour être efficace, pour partager la lumière vivante, vous le savez, les gens du Nord qui vivent dans des conditions qui sont un peu différentes de nous, dans l'obscurité une grande partie du temps, ils ont une très belle définition des trois lumières, la lumière naturelle, la lumière du soleil, la lumière artificielle, et puis la lumière du feu, la lumière vivante. À partir du moment où vous intégrez ça dans la question de la pièce, ça conditionne la pensée de la pièce. Et souvent, vous voyez dans les petits extraits qui sont là, les cheminées sont à cheval entre minimum 2, 3, voire 4 pièces, de façon à ce que l'inertie de la cheminée soit pleinement utilisable pour les maisons, pour les logements qu'on conçoit.
Et puis donc cette ouverture, cette dilatation un peu des possibles quand on regarde la pièce, eh bien là, je ne sais pas si de loin vous voyez, mais sur le tableau de gauche, eh bien, vous voyez la fameuse chambre PMR, accessibilité, hein, qui est définie par des règles qui pourraient paraître totalement insurmontables, contraignantes. Eh bien, en fait, si vous prenez ça à bras-le-corps et que vous essayez par la pièce de répondre, de faire par exemple la plus petite pièce possible pour prendre de la surface et la remettre dans les séjours, eh bien, la notion de pièce va amener à toutes sortes, vous voyez, de chambres, voyez, qui sont là aussi issus de tous les projets qu'on a fait de logement ces derniers temps. Et à côté, je faisais la référence tout à l'heure au travail que tu avais fait, Cédric, sur Perret et sur cette magnifique formule « je travaille à toute fin utile », eh bien, la pièce, elle peut être vue aussi comme un objet non programmé, comme un objet qui n'est pas référencé ou assujetti à un programme. Et là, on a toutes sortes de pièces aussi tirées de différents travaux dans lesquels volontairement la pièce est restée neutre d'un point de vue programmatique et donc restée à toute fin utile. Autre nature de pièces, les pièces partitionnées, ces pièces qui sont à la rencontre de plusieurs pièces pour en former une seule et qui créent des conditions d'habitabilité, des conditions d'usage assez surprenantes. Les pièces terrasses, et puisque d'un seul coup, à partir du moment où la terrasse est une pièce avec des qualités propres, eh bien, évidemment, ça va faire surgir une envie de terrasse. Donc, souvent, avec la volonté de régler un certain nombre de problèmes, ça fait surgir des formes. Je vais y venir après sur la question de la forme. Et puis, les dégagements, les accès, les circulations sont des pièces. Donc là, on les a, voilà, une nouvelle fois retirés de derniers projets qu'on a fait. Ce sont tous les accès en bleu là qui mènent à des logements dans les logements sociaux qu'on a fait. Et évidemment, quand on aime la pièce, eh bien, on n'a pas envie que rentrer chez soi passe par des circulations insipides qui sont le résultat de contraintes qu'on aurait mal supportées, mal intégrées. Et donc, rentrer chez soi, circuler, c'est aussi vivre des pièces. Et à partir du moment où on pense comme ça, ça ouvre les possibles. Et du coup, ça donne, évidemment, vous devinez à travers ces petits plans bleus que vous voyez là, des possibilités. C'est-à-dire que vous avez les circulations qui deviennent des petites places, des petites ouvertures sur des jardins, etc., etc. Et puis, évidemment, il y a les pièces entièrement conditionnées par leur charpente et qui donnent voilà, de l'identité au projet. En zoomant un tout petit peu plus, voilà donc les fameuses pièces de feu, deux petits exemples, où projet pour une maison en Normandie, projet d'une autre maison, où cette pensée voilà, de la cheminée, de l'inertie au centre de la maison provoque, fait naître des formes avec une attention très particulière pour les questions d'usage, pour les questions d'espace. Une autre nature de pièce, c'est la pièce ouverte sur le monde, la pièce qui accentue la relation au monde. Là, vous avez un petit abri pensé qui n'a jamais été construit. Je vous demande de retenir un peu ces deux images, parce que vous allez voir, je conclurai mon propos sur un projet qui va faire fortement référence à ça. Et donc là, vous voyez par exemple un petit abri sur la plage, placé entre forêt et plage. Donc la même fenêtre horizontale sur la plage, la même fenêtre verticale sur les arbres, un toit qui passe de l'un à l'autre. Et donc, quand vous êtes dans cet espace, vous êtes à la fois dans un espace totalement vertical et totalement horizontal en même temps. Et cette condition un peu spécifique est la condition pour amplifier la relation au monde, amplifier à l'horizon, amplifier à la verticale de la forêt. Évidemment, vous avez la pièce charpente. Hein, donc là, petit exemple d'un projet de bibliothèque, de maison-bibliothèque en Corse, où la pièce devient une structure, mais c'est une structure à l'échelle du corps. Vous voyez la trame, la dimension des poteaux, les entr'axes, tout renvoie à la mesure de la petite bibliothèque, du livre qui est utilisé et qui est rangé entre ces structures et qui finit par définir cette atmosphère. Là, la pièce monumentale, unitaire, mystique, c'est un concours pour Saint-Edwige, la cathédrale de Berlin sur Unten den Linden. Donc c'est un projet dans un objet hérité de la Seconde Guerre mondiale avec un capot en béton dans lequel c'est stocké pendant des années et des objets liturgiques, des marbres, des colonnes. Et là, on a simplement proposé de passer d'un plan baroque au sol à un plan euclidien en partie haute. C'est-à-dire qu'on passe, vous voyez, de ce plan-là qui vient fait onduler le mur en fonction de chaque
de chaque vitrail et qui passe à la lumière zénitale haute, à simplement une forme euclidienne, le cercle en hauteur. Donc là, c'est vraiment aussi une pensée à l'échelle de la pièce. Juste pour la petite anecdote, l'évêque de Berlin voulait coûte que coûte ce projet. Et à Berlin, il y a des ABF. Et les ABF ont dit un non catégorique à ce projet. Donc il est resté second et dans cet état. Je le disais, la pièce, haute nature de pièce, la pièce intime, la pièce à l'échelle du corps nu. À partir du moment où on se dit ça, comment on est avec la lumière, comment on est avec la matière, comment on est avec la géométrie autour de nous. Donc ça, c'est des questions qui nous préoccupent et qui donnent toutes sortes de petits plans plus détaillés que vous voyez, où on envisage toujours de faire de ce lieu souvent abandonné un lieu d'une expérience, là encore une fois, très immédiate d'architecture. La pièce à toute fin utile, comme disait Auguste Perret, nous l'avons exploré par exemple à travers l'étude d'un gratte-ciel. Et on s'est demandé avec l'équipe de Bollinger-Groman, des ingénieurs assez habiles, avec une dextérité de questionnement qui a convergé avec la nôtre. Et si on pensait la question de la densité, alors toutes ces questions sont à la fois théoriques, à la fois très, très concrètes aujourd'hui, quand on sait tout ce qui se passe sur ces questions-là. Et on s'est demandé comment réexplorer la question de typologie architecturale du gratte-ciel par la pièce. Et donc, si on a commencé tout simplement par essayer de définir des pièces les plus utiles possibles, les plus libres possibles. Une petite pièce de 16 mètres carrés. J'ouvre et je ferme une parenthèse. Quand on voit le travail de Sophie Delay, qui elle est sur 15 mètres carrés et demi, je crois. Oui, c'est marrant, il y a des échos qui se tissent. Et bien là, voilà, une pièce de 7 mètres carrés, c'est un petit salon, c'est un petit jardin, c'est un petit bureau, c'est une petite chambre, une grande chambre. C'est un escalier possible, c'est plein de choses possibles. Mais si on les additionne, 4 x 4, 4 x 16, ça fait des usages avec des tubes un peu plus grands. Ou 3 x 16 mètres carrés, ou encore 4 x 16 mètres carrés. Et là, vous voyez par exemple sur ce plan, ici, la base de ce gratte-ciel qui a des tubes qui font 4 x 16 mètres carrés. Voilà, et qui sont au centre du projet. Et vous avez les plus petits tubes en périphérie. Donc ces tubes sont continus ou des fois fractionnés par des grands vides dans ce gratte-ciel. Et la chose qui est très surprenante, c'est qu'en ayant pensé la typologie par, vous voyez, ces tubes de 16 mètres carrés, ou de 4 x 16, ou de 4 x 16 mètres carrés, eh bien on a découvert une chose, enfin on a redécouvert une chose, parce que la nature nous a donné en morphogénèse ces leçons depuis très longtemps. Ce qui est très surprenant, c'est que là, sur cet essai théorique qui est ici, avec les grandes vides qui percent les tubes, eh bien, la descente de charge liée à son poids et la descente de charge liée aux efforts du vent dans les tubes convergent au même endroit. Ce qui est très rare et ce qui est la grande problématique en général des tours et des gratte-ciel, c'est qu'on a un déphasage entre les efforts au vent et les efforts de masse, de poids. Et régler ces efforts-là, en général, crée des surenchères absolument terribles de matière et rend ces typologies un peu inaudibles, en particulier aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous qu'en ayant pensé par le tube, les murs en bas, en rez-de-chaussée, font 30 cm d'épaisseur. Les murs tout en haut font 12 cm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'avoir pensé le gratte-ciel à partir de la question de la pièce et du tube a fait qu'il y a une économie de matière, une efficacité, une efficience structurelle assez surprenante, et qui est donc la conclusion que je voulais partager avec vous, et qui peut créer des paysages assez surprenants. Vous voyez, quand les tubes sont sectionnés, certains continuent à monter, donc les charges passent latéralement et peuvent créer des paysages qu'on pourrait inventer, explorer. Et là, vous avez le rez-de-chaussée dont je vous ai montré le plan sur le côté. Autre nature de pièces, celle de ces pièces partitionnées. Vous voyez, donc c'est plusieurs pièces qui s'entrecroisent pour former de plus grandes pièces. Je vous montre juste celle qui est à droite. Je vous fais un petit commentaire là-dessus. Typologie pour résidence étudiante. Et vous voyez, on a fractionné la chambre par la terrasse extérieure qui a permis à la fois d'avoir une grande pièce, que vous voyez au-dessus, et à la fois, par exemple, de donner une qualité pour le coin cuisine et une qualité pour le coin nuit ou le coin bureau, comme on veut.
Je reviens sur cette petite question de la pièce réglementée, cette pièce si souvent qui torture les architectes. Voilà. Eh bien, là, par exemple, je donnais un défi aux architectes de l'agence. Quelle est la plus petite chambre possible qui répond à toutes les lois de l'accessibilité et qui permet, l'objectif, c'est de la faire la plus petite possible pour transférer les surfaces, par exemple, dans les salons ou dans les séjours. Eh bien, je vous mets au défi. Est-ce que vous trouvez plus petit que ça, hein? Là, vous avez, voyez, les règlements PMR avec le cercle d'1,50 m. Si vous trouvez plus petit que ça, vous venez me voir. Mais, voilà, mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est que vous voyez, ça crée un espace assez surprenant, vous voyez, d'une chambre qu'on va faire bientôt dans du logement, où vous avez une sorte de petite alcôve dans laquelle vous pouvez mettre des plantes, vous pouvez mettre un meuble, vous pouvez dessiner. Puisqu'on est dans le règne de l'autoconstruction, on peut se dessiner un petit bureau en demi-cercle ou en cercle carrément. Bon, bref, voilà, ça laisse déployer les imaginaires. Dernière petite pièce que je voulais vous montrer, c'est une pièce qui n'a pas de qualité propre en elle-même, mais qui a une qualité dans son assemblage avec d'autres pièces. Et là, on avance doucement vers le plan. C'est-à-dire que là, c'est les pièces assemblées, vous voyez, donc en pente, par exemple, qui finissent par jouer une continuité très, très forte entre une chambre, une petite salle à manger, un petit salon, et qui crée la dilatation spatiale que vous voyez vers les montagnes dans le fond, ici sur cette image. Et là, on arrive évidemment doucement à cette question du plan. Alors, vous le savez, Louis Kahn disait que le plan est une société de pièces. Cette formule, elle est magnifique parce qu'elle nous invite à définir à notre tour, à chaque concepteur, à chaque fois que vous allez devoir vous concentrer sur cette question de faire par exemple du logement ou de faire du plan. Ça marche évidemment pour tout type de situation. Vous allez être invité à définir à votre tour, d'une façon consciente et déterminée, quelle société vous voulez construire à travers la construction du plan. À travers le plan, quelle altérité vous souhaitez offrir aux usagers de l'architecture dans le rapprochement de ces pièces. Et là, on arrive à quelque chose pour moi de névralgique, qui est à cheval sur les questions de forme, les questions de pièces. C'est de savoir effectivement d'où vient le plan. La société de pièces dont parle Kahn sous-entend que chaque plan traduit une stratégie volontaire qui fonde un rapprochement hautement qualitatif entre les pièces. Et donc le plan produit, là, graphiquement et géométriquement, une série de pièces dont l'assemblage est unique, spécifique et refondé à chaque projet. Les plans que je vais vous présenter sont portés toujours par une idée récurrente, qui est que l'assemblage des pièces et leur statut au sein du plan évoquent pleinement la notion de suite. Et donc, moi, je conçois les plans comme des suites. Et là, je vais essayer d'être un peu plus clair avec vous. Pas une suite classique de pièces liées en enfilade, pas une suite moderne de pièces issues du plan libre, pas une suite kahnienne de pièces hiérarchisées, mais plutôt une suite de pièces réglées dans un plan qui les rend à la fois autonomes et flexibles. Les pièces non seulement ne sont pas assujetties les unes aux autres, mais elles sont programmatiquement neutres et elles forment une série de pièces libres à toute fin utile. Alors comment ça marche ? Je vais essayer de me faire comprendre à travers de 3 petits dessins. Je vais vous montrer 3 projets. Un projet d'une maison, un projet de logements sociaux et un projet de résidence pour personnes âgées. Ben là, vous avez les pièces éparses de ces projets. Puis là, vous avez les projets tels que les plans les a réunis. Et évidemment, entre les deux, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais je vais essayer de déterminer avec vous, justement, d'un point de vue très conceptuel, ce qui se passe. Il manque un jalon, là, pour comprendre. Le jalon, c'est ça. Et ça, c'est le cœur névralgique de l'exposition qui est au-dessus. C'est de dire que pour faire du plan, il faut commencer par enfermer dans une stratégie de rapprochement de pièces une qualité spatiale évidente. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la résidence de personnes âgées, eh bien, la première chose qu'on a fait, c'est de faire que le seuil, la chambre à l'intérieur du projet très protégé, et le séjour, avec le coin cuisine et le coin salon qui dilate vers les montagnes, soit assemblés de telle façon que vous ayez, pour des personnes qui vont être très peu mobiles, qui vont vivre dans ces espaces, somme toute, assez petits, eh bien, que leur rapprochement leur assure ces conditions spatiales que vous voyez sur l'image à côté. Vous voyez, avec la dilatation dans le fond. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça, c'est une sorte d'ADN de projet qui va nous aider à dessiner les pièces et qui va nous aider à dessiner le plan. Et une fois qu'on a fait ça,
eh bien, c'est une culture que moi je développe pour chaque projet. Là, on va se retrouver dans un autre projet dans lequel vous avez des plots très épais, 22 mètres d'épaisseur. Comment habiter dans 22 mètres d'épaisseur? Des plots qui font 22 mètres par 22 mètres. Vous verrez, quand vous serez confronté à ça, c'est dur. Eh bien, là, c'était de dire que l'entrée, la salle à manger ou le vestibule, ou le salon, mais qui ne sont pas forcément nommés, qui pourraient être à toute fin utiles, sont assemblés de telle façon que les pièces qui vont venir à côté, les chambres par exemple qui sont là, on peut ouvrir, eh bien ça donne cette dilatation spatiale que vous voyez sur le côté. Là on est au cœur des 22 mètres et pourtant on a une relation au monde extrêmement forte grâce à ce dispositif spatial. Et donc ce dispositif, cet assemblage spécifique, va amener à des pièces très particulières, qui vont être hexagonales, pliées, etc., qui vont répondre à d'autres questions d'usage évidemment, mais c'est bien ce premier geste-là qui va conditionner en amont les pièces, en aval la forme du bâtiment. Troisième exemple de cet ADN de rapprochement, de cet assemblage de pièces, à Paris, dans des conditions de très forte densité, on cherché à rapprocher le dégagement, l'entrée, le vestibule, le séjour et la chambre de cette façon-là. De façon à ce qu'il n'y ait pas de dégagement. Vous imaginez, vous avez petite salle de bain, petit WC, et puis autre chambre de ce côté-là. De façon à ce qu'il n'y ait aucun dégagement dans cette typologie, pour remettre toutes les surfaces dans les pièces elles-mêmes. Eh bien, pour réussir à faire ça et faire ce que vous voyez là en face, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le salon, vous profitez d'une fenêtre en plus qui est la fenêtre de la chambre. Et pareillement dans la chambre, quand vous ouvrez la porte, vous avez une fenêtre en plus qui est la fenêtre du salon, grâce à ce dispositif de pli et d'assemblage des pièces les unes avec les autres. Et donc, évidemment, cet assemblage, pour qu'il existe, a induit des formes très typées de pièces, pentagonales sur les côtés, et induit quelque chose qui nous intéresse en même temps. Dans la densité, au lieu d'avoir des grands bâtiments très linéaires, ces assemblages ont provoqué, vous voyez, des redans qui redonnent une échelle domestique au bâtiment, alors que vous avez des très grands linéaires de bâtiments. Donc vous voyez que quand vous pensez à l'échelle de l'APS, vous pensez à l'échelle de la ville, et vous pensez à l'échelle de l'usage en même temps. Donc très concrètement, je vais détailler ce projet-là qu'on vient d'évoquer. Vous avez les dégagements, les vestibules, les séjours, les salles de bain, les petits dégagements, les chambres pour les grandes typologies, les chambres qui viennent se plier dans les angles, les salles de bain qui apparaissent, l'épaisseur construite. Je construis énormément avec de la masse, avec de l'inertie. Je pense que c'est une des façons de répondre aux grandes questions d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on construit avec de très grandes épaisseurs, très protectrices, que ce soit l'hiver ou que ce soit au cœur de l'été. Et puis, en même temps qu'on répond à des questions d'enjeux climatiques, on répond aussi à des enjeux culturels très simples qui sont comment on habite, comment on donne de la qualité à l'habitat. Là, vous voyez par exemple le petit vestibule avec toutes ces portes qui donnent sur toutes ces pièces attenantes. Vous voyez que la salle de bain, c'est du logement social, avec du moyen de logement social. La salle de bain pentagonale avec son bain calé sur le côté, c'est jouable. On est dans l'économie du logement social. La chambre, comme je vous disais, qui partage 2 fenêtres au lieu d'une quand on ouvre la porte, par exemple, du séjour. Pareil pour le séjour avec une fenêtre en plus, vous voyez, qui vient de la chambre. Et depuis la rue, ces assemblages, vous voyez, sculptent les bâtiments. Et au lieu d'avoir des gigantesques bâtiments extrêmement continus, vous avez une échelle domestique qui se manifeste dans la rue parisienne. Toujours sur l'exemple de ces assemblages, vous reconnaissez là, la petite maison, le petit plan bleu pour les appartements pour des personnes âgées. Et bien de la même façon, vous voyez les vestibules, vous voyez la chambre protégée au cœur du projet, les séjours qui s'additionnent et qui vont chercher les montagnes, et puis les petites entrées latérales, la coursive, les escaliers qui lient tout ça, et au final, les grandes terrasses côté montagne, les épaisseurs construites, l'inertie, et au final, voilà le dispositif qui donc, dilate l'espace côté salon, le rend plus tenu et lié à la question juste de préparer la cuisine dans la profondeur de la pièce. Voilà le cadrage vers les montagnes, et voilà l'écriture finale du projet, qui est je dirais un peu la résultante de ce dispositif, avec, vous le voyez, dans le fond éclairé, les chambres qui prennent la lumière par ce sort de patio, mais qui sont aussi très en retrait et très protégées. Vous reconnaissez l'exemple de ce fameux plot, que je vais vous détailler cette fois-ci en plan. Voilà le palier,
premier vestibule, enfin première entrée, vestibule, salon, pareil sur la partie droite, gauche, en bas, en haut, les toilettes, les salles de bain, les chambres, l'épaisseur construite et les terrasses autour. Et là, vous avez répondu à une question de l'exploration d'un plot de 22 mètres d'épaisseur, avec même la possibilité, si les gens s'entendent, vous voyez, même d'avoir un grand traversant, hein, une sorte de ventilation. Peut-être qu'on pourrait espérer que les questions climatiques favorisent une nouvelle altérité. Bon. Et pour moi, important, vous voyez, là, on parlait à toute fin utile, mais là, cette fois-ci meublé, vous voyez, avec la potentialité d'usage et de ramener la lumière au cœur de cette épaisseur construite. Autre exemple de la façon de faire surgir les plans en étant toujours arqués sur des problématiques architecturales. Donc là, on est en Corse, dans mon village, à Vico, dans un site absolument ahurissant. On est à la limite extérieure du village, donc on a le droit de construire parce que c'est un village très dense avec des très grosses constructions. Et juste sur le périmètre, il y a la possibilité voilà, de s'implanter. Et voilà, ça c'est la vue depuis le terrain. Et là, on a fait surgir, on s'est dit, vous m'avez déjà entendu le dire il y a quelques instants, que habiter et le programme architectural, ou en tout cas la décision conception architecturale, doit être le lieu où on amplifie la relation avec l'environnement. Et donc là, vous allez voir, chaque pièce de la maison est une pièce qui a une double fenêtre qui se met en relation avec une montagne spécifique du site. On a la chance d'avoir plein de sommets autour de nous. Donc le plan va être conçu de façon à ce que dans chaque pièce, on ait une relation unique avec une montagne unique. Et donc, ces pièces vont ensuite s'assembler les unes avec les autres pour partitionner de grandes pièces, salon, salle à manger, cuisine que vous voyez là. Donc ça, c'est le premier assemblage de base. Et donc, vous voyez potentiellement un salon, potentiellement une salle à manger, une cuisine. Donc, le premier vers le rotonde, le deuxième vers la sposate, le troisième vers l'inchinose, le centre, la connexion, la troisième vers le liamone, le quatrième, c'est l'entrée, la cinquième vers la coum, avec ses salles de bain et son petit patio intérieur-extérieur, qui donnent au final, donc, qui sont construits par des murs simplement très épais. C'est juste des murs avec un enduit intérieur, un enduit extérieur. C'est juste des murs très très épais, construits par le maçon du coin. Voilà leur masse. Voilà la toiture, avec les faîtières, droit dirigé vers les ouvertures, qui confirment, vous allez voir, les ouvertures. Vous verrez la maquette qui a été construite en haut. Donc une maquette à la fois pour voir le projet et le tester, à la fois pour faire voir avec le maçon et le charpentier comment construire, et à la fois donc pour concevoir et prendre toutes sortes de décisions, mais j'y reviendrai après. La voilà construite. Donc c'est rudimentaire, mur épais, petite charpente avec, vous voyez, des connexions faites sur place en sciant le bois. Et vous voyez la faîtière qui file vers la double fenêtre, la faîtière qui file vers les fenêtres. Et donc là, on est à la convergence de plusieurs pièces. Vous voyez les diagonales, et vous voyez donc une pièce qui cadre là la sposate. La seule chose un peu raffinée, vous verrez, c'est que les galandages disparaissent dans les murs, on peut tout ouvrir. Les volets et les fenêtres à l'intérieur des murs, de l'épaisseur des murs. Donc voilà, on se rapproche et vous voyez l'amplification de la relation au monde par l'architecture. Voilà, donc à cheval entre ce qui est... J'aime bien montrer ces photos vides. Hein, je disais, encore une fois, à toute fin utile, ça pourrait être même un bureau, ça pourrait être une agence pour travailler, c'est une maison, c'est un peu tout ce qu'on veut. Voilà la plaine du Liamone. Voilà une autre pièce. Et puis toujours cette question du corps nu qui retrouve un espace délicat. Vous voyez, on a simplement fait enrouler la céramique autour du corps. Et vous voyez cette fenêtre-là qui pointe vers vous, elle disparaît dans les murs. Voilà, on accueille le corps. Et voilà, quand elle a disparu dans les murs, vous êtes dans un lieu qui est très surprenant, qui est un peu hérité aussi des voyages qu'on fait. Quand, par exemple, on est au Japon, on ne sait plus si on est dedans ou dehors. Et très clairement, quand vous êtes là, vous pouvez dire « je suis dedans, je suis dehors », mais c'est très très difficile de dire, c'est très difficile de trancher. C'est tout à la fois. Voilà, et donc cette forme qui pourrait être très composée, en fait, elle n'est pas compositionnelle. Cette forme que vous voyez là, elle est le résultat de l'assemblage des pièces pour faire que chacune ait cette relation à la montagne spécifique qu'elle vise.
Et donc, vous voyez, c'est pas du tout un travail de plasticien où on s'est dit plus haut, plus bas, plus composé. Non, la nature conceptuelle de la forme qui est là, c'est une forme déduite de l'assemblage des pièces pour viser la qualité que j'évoquais avant. Et c'est surprenant parce qu'en même temps, elle est très expressive. Elle pourrait paraître très formelle et très sculptée. Voilà, il y a le couvent Saint-François du XVe siècle en bas, et on a calé évidemment l'enduit de la maison sur l'enduit du couvent de l'autre côté. Et puis on a trouvé des petites tuiles vernissées blanches que vous voyez là, que vous allez voir là. Et ce qui est surprenant, c'est qu'évidemment au cœur de l'hiver, toutes les montagnes sont enneigées autour. Souvent, il n'y a pas de neige là, mais il y a une sorte d'écho entre tous les sommets enneigés et la forme de cette maison dont chaque arête vive de toiture va cibler une montagne. Et la voilà, donc le village est juste derrière. Donc c'est une image un peu trompeuse parce qu'en fait c'est un gros village, mais elle est à l'entrée du village. Maintenant, je voulais parler d'une troisième ressource, une ressource souvent dont il est difficile de parler, en particulier en France, sans se faire taxer de formaliste, d'odieux formaliste, c'est parler de la question de la forme. Et je voudrais prendre le temps avec vous de parler de cette question-là, et en particulier de la question de la forme architecturale, et de savoir d'où elle vient, en tout cas dans ma pratique. Vous l'avez vu, je viens de le faire un commentaire sur la maison, concevoir avec la pièce et le plan fait surgir souvent des formes assez surprenantes. Maintenant, dans cette troisième partie, je voulais vous parler de toutes ces formes. Et il existe beaucoup de formes dans nos vies. Il existe des formes naturelles et puis des formes culturelles. Et dans ces formes culturelles, il existe des formes plastiques, il existe des formes cinématographiques, littéraires, mathématiques, et bien sûr, des formes construites. Et dans ces formes construites, il faut qu'on essaye de distinguer un peu les choses. Parce que là encore, il y a des formes très différentes, de nature différente. Alors, au milieu de toutes ces formes, moi, je voudrais m'intéresser aux formes architecturales et essayer d'en définir un contour. Pour moi, il existe deux types de formes architecturales, et elles sont souvent entremêlées. Donc ce n'est pas facile de faire le tri. Il existe des formes déduites et des formes intuitives. Et en cherchant à soulager des problèmes précis, en pensant que la forme pourrait régler des problèmes précis, eh bien, il arrive souvent ce moment où une idée formelle surgit. Et cette idée, elle appartient à un dispositif précis, ça va être plus clair. Soit elle appartient à un dispositif précis, par exemple dans la maison que vous voyez à droite en Normandie, c'est une plaine. On a la chance de pouvoir construire là pour un constructeur. Normalement, on n'a pas le droit de construire, mais pour pas pour un constructeur, mais pour quelqu'un qui possède ces terres et qui exploite ces terres. Eh bien, là, on a le droit de construire pour lui. Et c'est une plaine qui est balayée par le vent. Et donc l'idée, c'est de repartir de la grange. Une grande grange, vous voyez une longère, c'est le dessin que vous voyez au milieu en haut, et parce que le vent dominant est très fort, de plier cette grange de façon à ce que ce soit le bâtiment, ce soit l'architecture pliée qui crée un havre et qui rende habitable le site. Donc là, l'architecture, au-delà de sa fonction propre d'être habitable, c'est elle qui rend habitable le site. Et comme il y a des petits vents latéraux, vous voyez, c'est la deuxième partie du dessin, on gonfle un peu les parois latérales pour créer un vrai havre, pour être à l'abri du vent et profiter pleinement du terrain. Et donc là, vous avez donc une forme déduite d'un problème qui est le vent pour rendre habitable le site et qui est déduite d'un dispositif. À l'inverse, le petit projet que je vous ai montré tout à l'heure, une forme purement intuitive, qui est que vous avez l'horizontalité de la mer, vous avez la forêt, alors des deux est sorti cet objet, fenêtre horizontale, fenêtre verticale, et l'objet qui sort, là encore, il n'est pas compositionnel. On n'a pas dit plus haut d'un côté, plus bas de l'autre, plus plié, vous le verrez en maquette au-dessus. Il est le résultat du passage d'une fenêtre à une autre fenêtre. C'est tout. Alors, cette question de la forme, elle s'applique évidemment aussi en culture urbaine. Nous sommes des êtres de culture et nous devons inventer des stratagèmes pour lutter contre la standardisation de l'urbanité. Vous savez, aujourd'hui, quand on a tous ces expériences, je me tourne vers les architectes qui ont été faire une conférence à Metz, et puis après vont faire une conférence à Marseille, puis vous allez voir ce qui se passe dans le coin à chaque fois, et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le plan Excel a gagné, le plan Excel urbain a gagné, on fait des bâtiments de 15 mètres d'épaisseur, on met les 14 ou 15 mètres d'épaisseur partout comme on peut, on applique un PLU et on force la densité.
je pense que la question de la forme urbaine doit être complètement réactivée. Et tu évoquais tout à l'heure, Cédric, la question, là, on parle de construction nouvelle. Mais en réhabilitation, c'est totalement vrai aussi. Je veux dire, la lutte contre la standardisation qui nous guette de prescriptions techniques pour répondre à des questions environnementales est redoutable. Et donc la question de regarder ce qui existe ou de regarder ce qui va être construit, pour moi, est la même. C'est-à-dire que si on abandonne la question de la forme qui va assurer de la qualité, qui va assurer de la personnalité, eh bien alors on est écrasé par les standards et la standardisation qui est beaucoup plus forte que nous. Je vous montre 2 petits exemples rapides. Un lotissement en Corse, le redoutable lotissement. L'échec du lotissement aujourd'hui, c'est encore la matrice imbécile qui est appliquée systématiquement partout, quelles que soient les questions culturelles, quelles que soient les questions environnementales, quelles que soient les questions de topographie, quelle que soit la question des lieux dans lesquels il s'implante. Donc là, vous avez un petit lotissement, et puis là, vous avez l'implantation de 3 bâtiments autour d'une place. Dans ces 2 cas, c'est bien la forme, c'est bien la géométrie qui va fonder une relation intense entre les objets et qui va donner de la personnalité, qui va donner de la qualité à ces lieux. Donc vous voyez par exemple les petites maisons pliées. L'objectif du pli de la maison, il est double. Il est, sur cette image, de créer pour chaque maison un endroit protégé des autres maisons, intime, dans le jardin, vous voyez, qui n'est pas en relation avec les autres maisons. Et il est, dans la maison même, de partitionner l'espace avec un coin cuisine, coin salle à manger, un coin salon, dans lesquels à la fois on peut faire une grande pièce et à la fois on peut vivre séparément. Donc c'est bien la géométrie et la qualité qu'on associe à la géométrie qui produit une forme, qui enferme de la qualité et qui finit par produire ce que vous voyez là, c'est-à-dire c'est un lotissement. Sauf que ce lotissement, d'une certaine manière, il a enfermé dans ses géométries, enfermé dans ses formes, une partie de la culture locale. C'est un petit lotissement pour la sortie du même village corse que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et à côté, vous voyez parallèlement le même type de travail où 3 projets, la tête de 3 projets viennent converger sur une place pour créer une place, pour créer une vraie place d'altérité partagée par tous. Donc ça, pour moi, je l'assume, c'est bien des qualités formelles qui, à un moment donné, permettent de défendre cet héritage culturel dont tout le monde peut profiter. Un autre exemple d'émergence de forme d'un bâtiment construit, on est à Boulogne, dans la densité de Boulogne. On est dans un bâtiment, logement social, 30 logements à peu près, qui vont être construits à l'angle. Il y a une petite place là, voilà, qui va se dégager devant. Comment construire là? Comment faire émerger les formes? D'où vont émerger les formes? Eh bien, on a de la chance parce que le bâtiment est fin. Vous voyez là? Et donc, on a la chance de pouvoir faire des traversants. Et donc, quand on regarde un peu plus près, les formes, pour moi, appartiennent toujours à ce moment singulier où on soulage un problème. Vous voyez, donc là, on a une coursive, et puis on a un logement traversant. Et puis on a un PLU, un plan local d'urbanisme, qui est difficile, qui ne veut pas qu'on fasse de terrasse au logement et qui ne veulent pas qu'on dépasse de cette zone. Vous voyez, on est sur la limite, sur la place que j'évoquais tout à l'heure. Et pourtant, nous, on veut qu'il y ait un espace extérieur. Et en plus, dans la zone rouge que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, vous le savez, c'est plein comme un œuf. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reculer pour faire des loggias, etc. Ben, coûte que coûte, nous, on va dire, on va essayer de trouver la mesure. Et on va passer par la mesure très précise d'une terrasse. On va plier, vous voyez, on vient de le faire là, une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Et là, on va dégager exactement 85 cm. Ce qui nous permet, au plus large ici, de répondre à plein de questions. Questions d'usage. On peut mettre un petit guéridon et un petit siège de chaque côté. Ici, vous le devinez, la pointe du triangle, la pointe de la forme du losange qui apparaît ici, elle a le droit de dépasser du PLU que de 20 cm et sur une longueur très précise. Et bien, on a pris le maximum, voilà, c'est la pointe qui dépasse là. Donc, on a cherché la forme la plus efficiente qui permet de faire une terrasse, qui permet de donner de l'usage, qui permet d'extérioriser le logement, tout en répondant à toutes les questions techniques, constructives, les PLU qui s'acharnaient pour rendre le projet infaisable. Le résultat, c'est que, vous voyez en plan, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce petit pli qui est apparu là, eh bien, il va venir tenir en fait la place. C'est lui qui va donner l'identité à la place. Donc vous voyez la coursive qui file sur tout le long, vous voyez tous les logements qui d'un seul coup deviennent traversants sur toute la longueur, avec une terrasse au bout, voilà, ventilée naturellement, et ce dans les 2 sens. Celui-là aussi qui vient faire le raccord. Et évidemment, cette question de la forme,
eh bien, elle est aussi une question de forme construite. Et donc voilà que cette petite terrasse qui apparaît, elle va devenir aussi le linteau de la plus grande fenêtre possible en dessous. Donc vous voyez donc, cet élément préfabriqué qui va devenir le linteau des fenêtres et la terrasse en avant. Les maquettes, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir notre maquettiste qui est avec nous ce soir, Emmanuel, qui donc là construit à très grande échelle. C'est du 15e et on fait des détails jusqu'au 7e qui nous permet de tout tester. Et là, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Je considère que comme tout être intellectualisant, je peux tout me faire croire. Moi, en tant que concepteur, je peux me faire croire qu'à chaque instant, je prends des très très bonnes décisions, alors que des fois, on prend de très mauvaises décisions. Mais intellectuellement, je peux me dire, mais non, mais j'ai absolument raison, pour telle raison et telle raison, il faut faire ça. Mais il y a quelque chose qui me démasque, c'est la maquette. Et là, la maquette, elle ne ment pas. Quand vous la faites et que vous l'avez sous le nez, vous avez peut-être déjà cette expérience, vous étiez là dans l'enthousiasme des décisions que vous avez prises, parce que intellectuellement, elles étaient magnifiques, ces décisions. Vous avez dit, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. Puis là, vous faites la maquette, et là, la maquette, elle vous dit, et à un moment donné, il y a quelque chose qui a déconné quand même. Donc la maquette, elle nous aide à nous voir, elle nous aide à mieux voir, elle nous aide à nous démasquer, elle nous aide à démasquer nos a priori, et surtout, notre cérébralité qui, des fois, peut nous tromper. D'où toutes les maquettes que vous avez au-dessus. Donc la maquette, elle aide à voir, elle aide à concevoir et elle aide à faire voir les qualités du projet. Et donc le projet est construit, donc là il était en cours de chantier, donc vous voyez les livraisons de ces fameux balcons, de cette écriture pliée, vous voyez la brique, la rencontre des deux, donc que des choses qu'on avait construites en maquette avant, à telle échelle que ça s'est passé très très bien ce chantier. Donc vous voyez, là, on est sous les balcons. Donc en fait, le pli crée une concavité. Et la concavité, c'est accueillant. Il y a un vieux professeur, Henri Siriani, qui disait le concave, c'est la maman qui accueille. Là, vous voyez, c'est concave. Et en plus, ça vous protège un peu du voisin, puisque c'est un peu ce creux qui vous met à distance du voisin. Et puis, ça écrit la façade. Donc là, vous la voyez dans la lumière. Vous voyez ces petites masses dont je parlais. Vous voyez ces questions climatiques de très grande épaisseur, vous voyez de l'inertie, vous voyez aussi des signes construits, pour moi très importants, qui sont aussi des signes culturels, d'appartenance. Ça fait sens. On habite dans un objet qui a des dimensions, des très grandes fenêtres, qui en même temps évoque aussi un peu la protection, on peut le dire. C'est quelque chose d'un peu protecteur. Et puis, donc, vous voyez, vu depuis la place, ça va quand même la poser un peu, ça donne de la personnalité aussi à la place. Donc, vous voyez, là, c'est les dernières photos prises sous la lumière. On sent un peu les plis qui prennent la lumière aussi. Puis ça, c'est un peu une dédicace encore à mon maquettiste. Vous voyez, c'est bon. Quand on a dessiné le projet, on avait dessiné le digicode encastré dans une petite boîte en béton pour venir le porter. Les entreprises ne voulaient pas le faire. Alors, je vous expliquais le risque juridique, c'était absolument infernal. Donc, j'ai demandé à Manu de faire ce petit moule en béton. Donc, on l'a fait à l'agence, on l'a livré sur place. Donc, l'entreprise nous a dit, vous êtes complètement fous. Et donc, ils ont posé le support pour le digicode qui a été donc fabriqué dans l'atelier à l'agence. À l'intérieur, vous retrouvez, donc là, vous avez le logement d'angle. Vous avez ces logements qui sont tous traversants. C'est du logement social avec l'économie du logement social. Vous avez les logements donc traversants, vous voyez les fenêtres qui donnent sur les coursives, avec la cuisine dessous, qui pose un peu l'ambiance. Et puis je vais vous montrer un dernier projet, avec une autre forme que vous avez peut-être déjà vue, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de voir très précisément, conceptuellement, d'où vient la forme. Et dans ce projet, il y avait tout simplement 3 problématiques. Et ces 3 problématiques ont totalement conditionné, fait surgir la forme. Première problématique, on est au cœur de Paris, 6e arrondissement, on est à 100 mètres du Jardin du Luxembourg. C'est pour la régie immobilière de la ville du Paris, c'est du logement social, j'y reviendrai à la fin. Donc comment participer à la rue parisienne ? On s'inscrit dans une grande histoire, une grande culture de la rue. Donc comment intégrer dans cette rue et donner en même temps du caractère au bâtiment. Deuxièmement, comment penser à un plan heureux ? Dans une parcelle, vous allez voir, infernale, elle est exiguë et en sifflet. Et enfin, comment explorer la culture parisienne de la pierre ?
Et bien, en répondant à ces 3 questions, ça met en forme le projet. Donc, première échelle, vous l'avez compris, c'est l'échelle de la rue. Et une question à l'échelle de la rue. Ben, si je regarde un peu plus près ce qui se passe, excusez-moi, ben, vous avez la question de la continuité de la rue parisienne, et puis vous avez la question, voyez, de cette forme en sifflet qui est quand même assez compliquée pour faire du plan. Première intuition, c'était de dire, si on pense à la pierre, la façon d'utiliser la pierre devrait à un moment donné donner du caractère au projet. Donc ça, c'était juste lancé comme ça. Peut-être que la courbe pourrait nous aider, mais là, c'était purement intuitif. Puis ensuite, deuxième problème, à l'échelle de la rue, la façade A et la façade B ne sont pas dans le même plan de 20 cm. Ben, ça pourrait paraître un problème un peu incongru, on pourrait dire, bon, on s'en fout. Mais non, quand on est à Paris et qu'on pense que la plus belle qualité de Paris, c'est la rue, et que Paris, c'est cette pièce, c'est cet assemblage de pièces, que la rue, c'est une pièce, et bien dans ce cas-là, le devoir de l'architecte, je considère, c'est de s'effacer devant cette pièce, c'est de faire cette pièce, et donc de faire en sorte qu'elle soit le plus continue possible. Et bien ça pose problème. Vous voyez, si je tends d'un côté sur la façade B, je me retrouve avec une bosse sur la façade A. À l'inverse, si je tends sur la façade A, ben ça fait bosse sur la façade B, c'est pas terrible non plus pour la continuité de la rue. Si je fais en biais, on sait que ça fera encore plus bizarre sur place, et on pressent le malaise quand vous arrivez dans le lieu où tout est aligné et que vous sentez un petit biais de 20 cm. Ça n'allait pas non plus. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais si on sortait, ce genre de petit truc là, hop, on fait une bosse, comme ça on voit plus le décalage. Sauf qu'avec le PLU, on ne peut pas sortir. Bon. Alors, là, d'un seul coup, on s'est dit, et si on continuait la façade A, et si on continuait la façade B, et on revient à cette intuition première de la courbe, et on se dit, ah, mais si je passe de l'un à l'autre comme ça, d'un seul coup, je suis dans la continuité, et j'ai effacé ce petit sursaut. Et puis, quand on regarde comment le plan va progressivement arriver, on se rend compte qu'il y a quand même 3 pièces là, qui vont se décider dans ce sifflet. Un séjour continu traversant, une petite chambre, puis la grande chambre, PMR, avec son rond, là, dans le petit angle qui va être là. Et donc, là, c'est plutôt 3, non, en séquence. Et donc, on revient, et puis d'un seul coup, on est passé de 2 courbes à 3 courbes, calées sur le plan. Ça, c'était la première échelle, et c'était comment donc surgit une forme en pensant à l'échelle urbaine, à l'échelle de la rue. Deuxième échelle, le plan. Et là, il y a quelque chose de très singulier, vous savez, à Paris, c'est qu'il y a 2 mondes à Paris, le monde de la rue et le monde de la cour. Et c'est rarement les mêmes mondes. Vous avez des paysages incroyables côté cour qu'on ne soupçonne jamais côté rue. Et là, c'est le cas. Il y a un monde très étroit, très intime côté cour, et puis le monde très dilaté de la belle rue parisienne de l'autre côté. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de faire une continuité spatiale de l'un à l'autre. On ne va pas les segmenter, on ne va pas les diviser. Donc on a mis l'escalier d'un côté, le palier de l'ascenseur, le vestibule et la chambre, toute porte continue accès, sachant qu'on est dans des conditions où on va avoir un appart par étage. Donc on peut très bien imaginer que toutes ces portes sont laissées ouvertes par les usagers. Et puis, latéralement, eh bien, on se glisse dans le sifflet, le séjour traversant, cuisine, salle à manger, salon, et puis la chambre PMR avec on profite de la petite pointe là pour glisser le fameux rond d'1,50 m. Et là, d'un seul coup, tout s'est calé. Voilà donc le plan qui apparaît. Pareil pour les étages, même travail avec le retrait des attiques, qui donne donc voilà cette décomposition. Donc cette décomposition, là encore, elle est très PLU, plan local d'urbanisme, qui est calé là pour le coup, qui défend l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un profil très typé dans cette partie de Paris, avec des profils, des hauteurs qui sont calibrés. Donc ça, c'était la deuxième échelle, l'échelle donc de la pièce, l'échelle du plan et l'échelle de l'usage, qui nous a permis de rentrer dans ce sifflet. Troisième échelle, l'échelle de la pierre. À partir du moment où vous questionnez la pierre, la pierre, je reprends Kahn, vous savez, Kahn a cette formule sublime qu'il l'a partagée avec ses étudiants. Il disait, j'ai demandé à la brique ce qu'elle désire, elle m'a répondu, je désire un arc. Eh bien, je vous invite tous, à votre tour, librement, lorsque vous êtes avec la matière, ou lorsque vous êtes plutôt avec les matériaux, leur demander ce qu'ils désirent pour qu'ils deviennent à leur tour matière. Et donc, nous, on a demandé à la pierre ce qu'elle désirait, et elle nous a répondu, je désire des harpages, je désire des culs de lampe, je désire d'être porté et lu d'une certaine manière, avec une mesure qui raconte la façon dont elle est, dont elle surgit, la façon dont on va la chercher dans les carrières.
Donc, je vais vous montrer là, c'est les plans d'exécution de l'entreprise RS, magnifique entreprise avec laquelle on s'est régalé de travailler, qui aime la pierre, qui a le sens de la pierre, qui l'interroge et qui voit la pierre comme quelque chose qui doit être parcouru, qui doit être interrogé, à qui on doit poser cette fameuse question. Et là, je dois faire vous dire à quel point la question du numérique est une question cruciale et un retour à la maîtrise de la matière. Donc le projet architectural, il pose des questions typiquement architecturales, la taille des lits, comment on constitue un linteau, comment on lui donne de la mesure, comment on lui donne des signes construits, comment on le fait se manifester. Et en même temps, l'outil numérique nous permet, dans une pierre de carrière, de dessiner toutes ces pierres qui vont avoir ces formes courbes pour avoir quasiment 0 perte de matière. Donc dans ce projet, par exemple, on était chercher la carrière la plus proche de Paris, les carrières de Vassens. Dans chaque pierre sortie de la carrière, on a, grâce au numérique, cherché à faire que dans chaque pierre, le maximum de pierres finales pouvait être rentrées. Donc tout ça, c'est numérique. Et ensuite, un peu comme vous utilisez le fil chaud pour découper de la mousse, les pierres ont été découpées, non pas avec cette grosse scie, c'est un peu trompeur cette photo. Ça, c'était pour évidemment équarrir en grand les pierres, mais ensuite, elles ont été découpées avec un fil. Et donc chaque pierre a trouvé sa forme dans la masse globale. Vous voyez les culs de lampe, avant qu'ils soient posés, qui aident à passer de la géométrie du rez-de-chaussée, qui doit être en retrait dans la rue par rapport au premier étage qui est en avant sur la rue, et qui fait passer d'une géométrie à une autre. Le voilà posé, avec ses joints, ton sur ton, qui fait l'éloge. Voilà donc le rez-de-chaussée qui passe le rez-de-chaussée au premier étage, avec ses fameux culs de lampe. Vous voyez tous les petits signes construits, l'appui de fenêtre, le garde-corps, qui vient donc juste faire l'éloge de la courbe avec des signes finalement très économes. Et voilà le projet. Et là, vous voyez que la discontinuité des deux façades a disparu. Et vous passez du bâtiment, entre les deux bâtiments de l'un à l'autre. Et il se passe quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est que quand vous êtes dans la rue, que vous marchez, vous ne le voyez pas, ce bâtiment. Il disparaît complètement. Mais quand vous arrivez à son pied, d'un seul coup, vous avez ces signes, vous voyez, qui se manifestent. Vous voyez les attiques, donc c'est quasiment abstrait, alors que c'est de la pierre. Vous voyez l'angle des fenêtres qui apparaît. Et puis, donc, quand vous êtes presque en face, vous avez quand même un peu de mesure qui apparaît avec les fenêtres. Vous voyez donc la qualité de la pose de la pierre. Et puis, de nouveau, l'échelle humaine qui réapparaît par la fenêtre avec ses petits garde-corps. Et puis, vous voyez la décomposition de l'attique, là, qui devient quasiment abstrait quand on est proche de la façade. Et on se retrouve donc avec cette mesure, pour moi, très importante de la fenêtre, qui est là encore cette question de l'échelle humaine. Et puis, cette fameuse traversée spatiale que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, là, on est dans l'entrée, on est dans le vestibule. Mais si je recule, vous voyez, au cœur du bâtiment, vous avez les diagonales qui passent par les pièces, par le séjour sur la côté droite, par la chambre sur le côté gauche, tout droit par la chambre du milieu. Et en fait, tout l'appartement est quasiment un bow window, un oriel sur la rue. Vous voyez les séjours en partie haute, qui sont légèrement partitionnés par les courbes. On peut dire qu'il y a un petit coin salon, il y a un petit coin cuisine. Là, on est quasiment dans l'évier pour faire la photo. Vous voyez les petites terrasses. Toujours cette échelle un peu humaine qui réapparaît avec cette machine qui est l'architecture pour se mettre en relation avec les autres, ce qu'on voit là, par la terrasse, par les toitures de Paris. Et puis vous voyez donc cette forme qui aurait pu, encore une fois, si vous avez tout ce que j'ai entendu sur ces formes, sur le fait que c'était insupportable d'être formaliste comme ça, alors que voilà, ces formes sont venues de problèmes extrêmement concrets pour régler et faire apparaître une certaine culture de l'urbanité, de l'habité. Et pour moi, ce qui est très important, c'est qu'au cœur du 6e arrondissement, eh bien, on déstigmatise le logement social en lui donnant ces qualités urbaines, ces qualités architecturales, ces qualités de construction. Et vous voyez, là, pour moi, la forme architecturale, c'est l'intuition et la raison qui s'unissent. C'est la vie, c'est la culture qui se retrouve. Puis c'est aussi une expérience existentielle, à la fois personnelle et collective, qui se partage. Et je voulais finir avec ces dernières images pour vous donner un rendez-vous à Versailles au mois de mai.
il va y avoir la Biennale d'architecture et de paysage. Et le maire de Versailles m'a commandé un petit théâtre en bois qui sera monté pour cette occasion sur l'avenue de Paris, face au château de Versailles. Et je voulais finir avec cette petite anecdote sur la question d'y croire, sur la question d'avoir de l'élan, quelles que soient les circonstances, sur la question de persévérer. Et là, dans ce petit projet, on va simplement réutiliser quelque chose qu'on a déjà parcouru. Donc il y a 20 ans, je faisais ce petit abri sur la plage. Hein, troisième fois que je vous en parle aujourd'hui. Il y a 10 ans, je dessinais pour les enfants ce livre qui met les enfants avec l'architecture. Et d'un seul coup, l'abri sur la plage était devenu le petit vaisseau qui servait à Orson et Lily à explorer le monde. Et ce même projet va devenir, parce que la situation s'y prête, le théâtre en bois de Versailles, qu'on va appeler la Petite Agora, qui est une immense fenêtre qui fait 16 mètres de long, qui va cadrer l'horizontalité du château de Versailles, et une immense fenêtre, la même hauteur, 16 mètres de haut, qui va cadrer tous les arbres de l'avenue de Paris. Donc vous voyez, voilà, chaque projet, cette fois-ci, vu un peu de l'intérieur, avec celui de Orson et de Lily, puis vous voyez celui qui va d'un seul coup apparaître à Versailles. Voilà, pour vous dire que la question de l'architecture, c'est une grande question d'imaginaire, de construire son imaginaire, de le protéger, de le nourrir et de le mettre au monde, de le tester au monde. Et donc là, vous voyez l'expérience qu'on devrait vivre à peu près à l'intérieur de ce théâtre, avec l'avenue de Paris et ses arbres, et puis le château de Versailles plein pot. On est en plein dedans, donc vous voyez l'atelier maquette avec les différentes échelles, avec la première maquette qu'on a faite ici, la deuxième qui nous a servi à convaincre le maître d'ouvrage de faire un théâtre triangulaire. Parce que je ne vous raconte pas, quand ils avaient vu les plans, ils ont dit mais jamais on fera ça. C'est un contresens par rapport à un théâtre. Et donc, par contre, quand on est arrivé, qu'on a posé la maquette, tout le monde a dit oh non, mais c'est ça qu'il faut faire. Et vous voyez, on enchaîne. Et donc là, on est en train, vous voyez, de tester les structures, les assemblages, comment la poutre là, de 16 mètres de long va être constituée de plusieurs poutres massives. Je ne veux surtout pas de la mêler-coller. Donc c'est des poutres, vous voyez, qui vont être additionnées pour reprendre les efforts, pour former une sorte de voile qui va aussi devenir là, une équerre importante d'encastrement. Donc là, c'est très constructif et qui va définir le nœud qui est ici du projet. Pour au final... Voilà, vous dire, écoutez, rendez-vous au mois de mai, si tout va bien, avenue de Paris à Versailles. Merci pour votre écoute. Merci Jean-Christophe, magnifique. Voilà, est-ce que quelqu'un veut se saisir du micro ? Merci déjà pour votre présentation. J'aimerais juste revenir sur une pièce en particulier, puisqu'il s'agit d'une grande partie de votre présentation, la salle d'eau. Donc déjà, je souligne l'attention que vous portez dans vos propos justement à son égard. Vous parlez du corps nu, de la salle d'eau et de ses qualités. Quand on regarde la majorité des plans de vos projets, quelque chose qui, en lien avec votre propos, m'a frappé, c'est que ces salles d'eau, a priori, elles sont plutôt contenues, cloîtrées et contenues vers le noyau central, hormis pour la maison qui est en Corse, qui bénéficie d'une situation un peu privilégiée. Et donc, ça me mène à une question, parce que finalement, le corps nu, est-ce qu'il n'incarne pas nos sens avant d'être juste une enveloppe, des sens qui nous mènent à des mouvements quand le corps nu est dans un espace. Donc des mouvements, peut-être un hochement de tête à travers la lumière, peut-être qu'on tourne le corps suite à un bruit. Donc finalement, la vue, l'ouïe, peut-être l'odorat, si la fenêtre est ouverte et que je sens quelque chose. Et donc je me demande si pour vous, la salle d'eau, ça représente ce défi de demain, pour vous et votre équipe qui en fait est très à l'aise avec la notion de forme, d'adaptation, etc., pour justement essayer de porter encore plus cette qualité qu'à travers un discours, mais aussi dans le dessin, et peut-être dans la forme justement véritable. C'est une très belle question et c'est un très bon diagnostic. Vous avez été délicat avec moi, mais on aurait pu se dire les choses directement. Vous me faites part d'une déception et je l'entends. Et je l'entends très très bien. Vous nous dites finalement comment
à partir du moment où on pressent des qualités qu'on pourrait faire surgir, quels moyens on pourrait mettre en place pour atteindre vraiment ces qualités. Évidemment, je veux dire, vous l'avez vu dans les maisons, mais c'est faisable. Le linéaire de façade nous permet, avec une maison, d'atteindre ça. Bon, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la complexité d'un projet en architecture, là, est à peine abordée. C'est-à-dire qu'il y a 3 ressources que j'ai évoquées pour arriver à certaines formes. Dans la réalité, c'est que tout projet, la forme répond à de très, très nombreuses autres ressources. Des questions constructives, des questions urbaines, des questions de complexité. Et tout projet est une question d'arbitrage. Et tout arbitrage est une question de renoncement. Et c'est là où il faut être très, très droit dans ses bottes quand on est architecte. Il faut sans cesse savoir pourquoi on se bat. Et moi, mon combat, par exemple, je suis très clair avec vous, c'est les schémas que je vous ai montrés. C'est-à-dire que dans un bâtiment épais, où moi, sincèrement, mes moyens sont celui de l'architecte, pas celui du maire et pas celui de l'urbaniste. Souvent, c'est dommage. Je préférerais avoir plus de marge de manœuvre. Mais quand, dans un univers circonscrit, on a un certain nombre de contraintes, il y a des arbitrages qu'on fait. Donc, par exemple, pour répondre à votre question, je préfère faire dilater l'espace dans les grands espaces de vie d'un logement et arbitrer en disant que pour réussir à faire ça et donner cette dilatation spatiale première, je suis obligé en second lieu de mettre la salle de bain à l'arrière-plan. Très régulièrement, on a des débats. Et vous le savez, tous ceux qui vont passer leur HMO. Moi, je sais que tous les architectes qui viennent de mon agence et qui passent leur HMO, quand on leur montre leur plan, souvent, on leur dit « Mais pourquoi vous travaillez dans une agence qui met des fois les cuisines en second jour ?» Vous auriez pu aussi revenir sur cette question. C'est la même question. Eh bien, c'est la même réponse, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous déterminiez, pour moi, des axes structurels qui fondent les projets et qui fondent un minimum de qualité. Et ça permet d'arbitrer. Et le jour où vous serez dans de meilleures conditions, c'est-à-dire quand vous avez la convergence de l'urbain, du maire, parce que c'est ça aujourd'hui, et de l'architecte, alors là, on est dans la mesure de pouvoir optimiser, de répondre à votre question. J'étais un peu long, pardon. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole. Je souhaite juste rebondir sur votre propos entre la cuisine et le second jour et la salle de bain. Je trouve que la salle de bain porte un caractère différent dans le sens où on s'y retrouve seul, nu, on réfléchit, on est au contact de l'eau. C'est un moment particulier. La salle de bain incarne un moment particulier, au-delà d'un espace. Il y a une notion temporelle en fait avec la salle de bain, au-delà de l'espace. Donc je voulais juste donner c'est un avis peut-être très subjectif, mais sans remettre en question votre réponse. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup déjà. Franchement, vous avez réalisé à peu près de grands fantasmes en fait formels. Enfin, je trouve que vous arrivez à atteindre une pureté dans la pensée formelle qui est magique. En fait, je sais plus quoi faire après. Voilà, en tant qu'architecte. Non, mais en fait, je dis ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que je veux dire quand on va attendre une forme, une recherche formelle aussi belle, elle est là. J'ai presque envie de dire. Mais d'un autre côté, en fait, je suis en train de me poser la question est-ce que nous, on pourra faire ça, en fait? C'est ça, quoi. Derrière cette réflexion, c'est en tant qu'architecte, on ne pourra pas faire ça, en fait, d'une certaine manière. Et je me pose aussi la question on construit pour qui, en fait? On construit pour nous, fondamentalement, ou est-ce qu'on construit pour les autres? Parce que très, très, très bonne question. Moi, je suis limpide avec vous. Première chose, moi, mon objectif devant vous, c'est de partager de l'élan, de vous dire, d'une certaine manière, je reviens à mes propos initiaux, je trouve que si on regarde frontalement le monde devant nous, il pourrait être totalement désespérant. Ce que je cherche à dire, c'est qu'avec une culture de projet, je vous ai parlé de la mienne, mais avec la vôtre, celle que vous allez construire,
ce que je vous dis et ce que je cherche à dire, c'est qu'il y a des moyens d'agir, il y a des moyens de se positionner et qu'il y a des moyens de ne pas désespérer de ce monde. Et ça vous appartient de voir comment vous allez le faire. Moi, je revendique la forme comme moyen pour y parvenir. Mais il y a beaucoup d'autres moyens. Je veux dire, vous avez un cycle de conférences, vous allez entendre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres architectes qui ne vous parleront jamais de forme. Il y a beaucoup de moyens d'agir. Et fondamentalement, c'est celui de prendre position en ayant confiance dans une culture de projet que vous devez vous construire. C'est ça, moi, mon propos premier. Après, je pense que si je faisais les choses pour moi, je ferais vraiment un autre métier. Bien sûr que je suis à 50 ans, content de pouvoir, à un moment donné, vous parler d'un certain nombre de projets et d'avoir réussi à faire certaines choses. Oui, donc il y a une question un peu existentielle, personnelle. Mais avant tout, il y a quelque chose que moi, qui m'émeut. Je vous l'ai dit, la loi de 1977 qui crée le réseau des écoles françaises. C'est quoi cette loi ? Cette loi, elle dit une chose incroyable. Elle dit qu'au sortir des années 70, donc après 20 ans de construction à tour de bras, où on a pensé les choses avant tout techniquement, hein, la salle de bain pour tout le monde, la voiture en bas de la maison pour tout le monde, le plancher chauffant pour tout le monde. Je veux dire, toutes les villes qui, pendant 20 ans, ont été construites sur des sujets techniques, on s'est rendu compte, on a fait le point, et on dit on ne peut pas construire des villes uniquement sur des stratagèmes techniques. Il nous faut des gens qui vont avoir une sensibilité au cadre de vie, à la culture en général, et pas qu'à la culture technique, la culture en général, pour faire les villes. Ça, c'est en 77. Et en 77, on crée les écoles d'architecture pour dire on va former ces gens, on va leur donner le permis de construire, la responsabilité de permis de construire, parce qu'il faut des gens sensibles à la question du cadre de vie, à la question culturelle en général, pour faire la ville. Mais ça, c'est incroyablement puissant. Ça nous dépasse complètement. Donc c'est bien au-delà, vous voyez, mon petit plaisir personnel. Moi, je suis heureux aujourd'hui d'être directeur d'une école d'architecture, de faire rentrer des centaines d'étudiants pour leur dire, vous allez apprendre ça, et vous, à votre tour, vous allez défendre l'intérêt général. Et donc, pour répondre à votre question, pour moi, c'est beaucoup plus galvanisant de savoir que je travaille pour l'intérêt général que de savoir que je travaille pour moi. Mais ce ne serait pas nous tous, en fait qui pourraient participer à cela. Enfin, je veux dire, même, même la personne du coin. En fait, moi j'ai rien contre ce que vous faites. Même, je suis fasciné par ce que vous faites. Et je pense qu'il y a une... Ah, mais on travaille avec les gens, hein. Oui. Là, il n'y a qu'une partie du processus qu'on voit. Oui. Mais il faut imaginer que les formes qu'on va chercher avec les gens, à partir du moment où les gens sont d'accord dans ce dispositif, c'est passionnant. En fait, c'est très inclusif, la forme. Contrairement peut-être à ce que je peux laisser croire, c'est très inclusif. C'est-à-dire que, mais il faut accepter de jouer ce jeu-là. Il faut accepter de se dire que... bah oui, vous l'avez dit, c'est marrant parce que moi je ne l'ai pas utilisé ce mot, mais Jean Barthes, le bâtiment en pierre qui courbe, les gens qui passent devant disent il est beau. Et on ne parle plus de la beauté. C'est une vaste question, on n'ose même plus en parler en école d'architecture. La question esthétique, la question du patrimoine culturel, esthétique. Pour moi, derrière l'esthétique, il y a avant tout une altérité. Il y a avant tout, quand on dit que c'est beau, c'est parce qu'on partage quelque chose de commun. Oui. Je vois plutôt, moi, la question du beau dans ce sens-là. Moi, j'espère qu'en faisant du logement social, d'une certaine manière, en travaillant avec les gens, en travaillant avec beaucoup de monde, il y a beaucoup d'altérité si j'ai donné ce soir l'illusion, peut-être un peu démonstrative par mes propos, qu'on est clos dans une agence, pas du tout. On passe notre temps à expliquer, on passe notre temps à partager, on passe notre temps à faire surgir des choses. Et des fois, il y a des projets qui viennent d'un dialogue avec des gens devant nous. Moi, j'ai une question pour vous. On a parlé beaucoup de forme, mais on n'a pas vraiment souligné la qualité aussi de votre travail. Quand on pense aux logements sociaux, on sait que c'est assez difficile en termes budgétaires. Comment vous faites, vous, concrètement, pour construire une telle qualité avec des beaux matériaux, de la pierre, tout en arrivant à tenir des budgets? Alors, la réponse, c'est la culture de projet, une nouvelle fois. C'est-à-dire que comme sur cette question-là, on est des stratèges. Et d'abord, je vais vous dire une chose. Vous voyez, quand vous avez vu le petit lotissement, je vais juste revenir là-dessus.
le petit lotissement. Je présente souvent ce lotissement aux élus. Tout député, maire que je rencontre. Je monte toujours ce projet pour dire l'architecture, ce n'est pas une question d'argent, contrairement pour moi, c'est ce qu'on dit, c'est une question culturelle. C'est-à-dire que vous pourriez avoir beaucoup plus d'argent si vous n'êtes pas dans les conditions de prendre des décisions qui sont les décisions que j'évoquais tout à l'heure, de relations entre les choses, de mettre des relations entre les choses. Je vais y arriver, excusez-moi, c'est un peu laborieux. Voilà. Pour moi, cette image, elle a beaucoup d'importance. Parce que là-dedans, par exemple, c'est très basique, il y a des murs enduits, il y a des menuiseries qui ne sont pas très grandes, mais pour moi, il y a de la qualité. Pour moi, il y a même de la beauté. Il y a quelque chose de partagé, il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose qui crée de l'altérité, il y a quelque chose qui fédère. Et donc quand on fait ça, ces maisons, c'est des tailles de maisons de lotissement, pile poil. Donc elles ne sont pas plus grandes. Alors coûtent-elles un peu plus cher? Oui et non. Elles ont, vous le comprenez, 2 escaliers. Un escalier pour aller à la chambre d'un côté et un escalier pour aller à les 2 chambres qui sont de l'autre côté. Mais quand on regarde l'économie globale, nous, ce qu'on fait, c'est grâce à la forme. Une fois qu'on a déposé le permis, une fois qu'on a fait le plan de cette maison, vous voyez, cette forme pliée qui partitionne, avec toutes les qualités que j'ai évoquées, eh bien, vous voyez, elle pourrait être en bois, elle pourrait être en terre, elle pourrait être construite de façon extrêmement rudimentaire. En fait, sa forme enferme suffisamment de qualité pour ne pas dépendre de la qualité de matériaux qu'on ne pourrait pas se payer. Donc il y a de la stratégie comme ça, à chaque instant. Et ça, pour moi, ça renvoie encore une fois à la question de la forme. Mais moi, je ne dissocie pas, je l'ai fait ici pour essayer d'expliquer comment on fait. Mais dans la réalité, on ne dissocie pas la forme de l'usage, des matériaux, etc. En fait, c'est une stratégie globale qui nous permet de faire exister des bâtiments. Par exemple, le bâtiment en briques. Aujourd'hui, se payer de la brique, des grandes fenêtres, avec une économie structurelle, parce que le bâtiment est assez fin et optimisé en quantité structurelle, on y arrive. Donc c'est un champ de connaissances global qui converge et qui est enfermé dans une efficience géométrique. Bonsoir. Ma question se porte au rapport à la géométrie que vous mettez énormément en avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les enjeux climatiques, est-ce que s'enfermer dans cette géométrie à 100%, c'est encore possible? Sachant que, je ne sais pas, un de vos exemples, c'était les appartements qui s'ouvrent un peu en arbre, dans chaque angle. Du coup, tous les appartements n'ont pas la même luminosité, n'ont pas les mêmes rapports à l'extérieur, n'ont pas les mêmes besoins d'isolation pour se protéger du soleil, etc. Savoir si, du coup, les deux sont paradoxales ou non. Voilà. Comme je vous le disais, les formes que je vous montre ne surgissent que de problématiques très précises. Chaque problématique, quelle qu'elle soit, est une ressource, et un point d'appui, et un point de départ pour faire surgir du projet. La forme, on ne l'utilise que quand on a besoin de l'utiliser. En ce moment, on va de plus en plus vers des projets de réhabilitation, heureusement. Mais quand vous faites des projets de réhabilitation, vous avez un certain nombre de problèmes qui vont vous tomber dessus. Et nous, très régulièrement, culturellement, la forme revient, mais de façon très, très différente. Mais très, très souvent, quand vous avez à réhabiliter un bâtiment, eh bien, se pose la forme aide à soulager un certain nombre de questions. Ce n'est pas les mêmes formes, elles n'ont pas les mêmes échelles, elles n'ont pas les mêmes peut-être répercussions, elles sont peut-être moins démonstratives dans les objets finis, mais pourtant, ce sont des questions de relation. En fait, quand vous dites forme, quand je dis forme, quand je dis géométrie, je ne parle que d'une chose. Je ne parle que de relations entre les choses qu'on fait surgir. Je ne parle que de relations. Et à chaque fois qu'on fait surgir quelque chose, on évalue la relation, la qualité de la relation qu'on tisse entre ces objets. Je disais un peu agacé à une femme politique qui a beaucoup de pouvoir en France, qui disait « Mais pourquoi les villes sont moches ?» J'ai dit « Mais enfin, Madame la présidente de région, quand vous partez en vacances,
quand vous prenez un ticket de train ou que vous visez une cible, pas en avion, mais même, où est-ce que vous allez? Non, mais répondez à ma question. Elle me dit, je vais dans un village en Italie. Ah ben bravo. Et qu'est-ce qui se passe dans un village en Italie? La première place que vous voyez, du premier plus petit village en Italie, c'est des relations immédiates entre des objets qui culturellement se sont calés et qui portent une évidence culturelle. Notre évidence culturelle, c'est de devoir vivre ensemble et de trouver les moyens, les formes pour vivre ensemble. Et si on ne convoque pas cette volonté-là, de trouver, de faire surgir les formes pour vivre ensemble, eh bien dans ce cas-là, on laisse des matrices standardisées le faire à notre place. Ce que fait 90% de l'urbanisme d'aujourd'hui. Donc, cette question de la géométrie, cette question de la forme, il faut la ramener tout le temps, à la question des relations entre les choses. De la qualité des relations entre les choses qui doivent être lucidement posées. Et vous, futurs architectes, vous n'avez aucune excuse là-dessus. Si vous ne le défendez pas, personne ne le défendra. À vous, à chaque geste, à chaque moment, d'enfermer dans vos décisions de la qualité et de devoir la défendre. Voilà, je ne sais pas, il y a encore l'une ou l'autre remarque, question, si on se dirige petit à petit vers le buffet, vers l'exposition et vers le bar. Est-ce qu'on annonce dès maintenant que le bar est ouvert? Bon, le bar est ouvert, alors si plus personne n'a rien à poser.